le point commun qui relie tous les deals qu'on a pu passer avec nos clients, à un moment ou un autre, c'est qu'on a eu une rencontre et puis on a pris un café pendant 30 minutes ou une heure et on a discuté de ce qu'il fallait faire ensemble. Donc allons-y, quoi. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur l'épisode aujourd'hui, je reçois Lucas Baldinger pour parler d'un sujet que je défends souvent, ou en tout cas dont je parle régulièrement aussi, la prospection et plus globalement, en tout cas pour mon sujet, la stratégie inbound de manière générale. Mais avant d'aller plus loin, écoute Lucas, je te laisse tout simplement nous dire qui tu es et ce que tu fais pour tes clients. Eh bien, merci Pauline pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Qui je suis? Donc, je suis Lucas Baldinger et je suis depuis 3-4 ans consultant et mentor auprès principalement des indépendants. Donc, je les aide à générer de la croissance principalement avec LinkedIn sur deux facettes, à la fois la stratégie de contenu, mais aussi et surtout la stratégie de prospection. Donc, je fais ça majoritairement pour des dirigeantes et dirigeants solo et je fais ça aussi pour des équipes commerciales ou des équipes marketing. Ok, je vais te poser une question. Comment ça devient de ton expérience? Qu'est-ce que tu as fait avant en fait pour arriver à faire ça aujourd'hui? Alors, dans le passé, j'étais commercial. Donc, j'ai démarré la vente globalement autour des années 2008, après un parcours chaotique d'un point de vue étudiant. Donc, je coupe court aux études, je me lance dans la vente dans l'automobile. Ok. Je sais qu'on s'en méfie souvent des vendeurs automobiles, mais parfois à tort. Et donc, j'ai fait principalement de la vente B2B dans l'automobile pour deux marques successives. Donc, j'ai fait globalement, le gros de mes expériences pro, c'est 5 ans, en tant que responsable commercial, donc à vendre de l'automobile et du produit de financement. Alors, ce qui est bien quand tu es dans l'automobile, c'est que si tu veux, bah, tout le monde a besoin de bagnole. Hmm. Donc, tu rencontres à la fois des indés, des profs libres, des chirurgiens, des avocats, des experts comptables, des huissiers, mais aussi des PDG de grosses boîtes. Tu vends et tu finances des parcs automobiles sur de la multinationale, des grosses entreprises. Donc, c'est très, très riche, c'est très chouette. Trop bien. Tu sais que c'est marrant parce que moi j'avais envie à l'époque, en tout cas parce que moi j'ai été commerciale, mais j'aurais Ah trop ouais. eu envie de faire une école parce que je sais qu'il y a des écoles les concessionnaires en fait forment les commerciaux. Et toi, t'es passé par Hmm. ces écoles-là ou pas du tout? T'es arrivé dans l'automobile Alors, il y a des écoles de vente qui sont très connues, donc c'est des écoles de marque comme les écoles Renault, c'est les ça. écoles BMW, etc., qui sont, je crois, de bonnes écoles. Et moi, j'ai fait un truc qui s'appelait, ou je crois qu'il existe toujours, qui s'appelle le GNFA, Groupement National de Formation Automobile. Donc ça, Ok. c'est une structure qui va accompagner des futurs professionnels sur différentes verticales des métiers de l'auto, mécanique, réception atelier, chef Hmm. d'atelier, etc. Et puis la vente. Donc je suis passé par là, et heureusement parce que j'étais mal barré avant ça. Et c'est ce qui m'a permis finalement de rentrer dans ce domaine-là, d'y faire mes armes et puis d'évoluer ensuite. Et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ensuite enfin, tu t'es mis à ton compte? Ouais, alors la bascule, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait que si tu veux, quand tu fais ce genre de métier, ça c'est le constat que je faisais à l'époque dans le métier, en étant en immersion, il y a un certain cap que tu passes au niveau des années où tu as du mal à en sortir. Parce que c'est des métiers qui sont bon, déjà intéressants, qui sont intéressants sur pas mal de plans. Et puis finalement, il y a un moment où tu en arrives à te dire, je sais faire que ça. Et première chose, je voulais pas en arriver là. Ensuite, d'un point de vue évolution, j'avais pas spécialement envie d'aller au-delà pour des raisons de. Aujourd'hui, si tu veux, quand tu bosses pour un constructeur, ça reste un métier passionnant. C'est un métier qui est difficile, dans lequel les marges sont extrêmement réduites, dans lequel le constructeur est très 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 présent, peut-être de trop dans certains cas au niveau des actionnaires avec lesquels il travaille. Donc Hmm. l'actionnaire, c'était à l'époque. Et donc voilà, ça, j'avais pas forcément envie de faire. Ensuite, j'avais un peu l'impression quand même d'avoir fait le tour de la question et de ce que je pouvais y apprendre, même si on apprend tous les jours, ça j'en suis convaincu. Et ça a été très dur parce que tu t'imagines bien que quand tu es dans un même groupe pendant 10 ans, bon déjà tu te sens tout aussi bien au bureau qu'à la maison, tu bosses dans super conditions, tu as fait un portefeuille client que tu connais sur le bout des doigts, tu Ouais. as fait de certains de tes clients tes meilleurs amis. Hein, aujourd'hui, dans les meilleurs amis, plus de la moitié sont d'anciens clients.
Donc, tu crées des histoires fabuleuses. Ok. Mais voilà, j'avais envie de démontrer que je pouvais faire autre chose. Et il y a un gros truc que je constatais à l'époque quand même, c'est que certes, on était a priori bon pour créer des relations, les pérenniser, fidéliser un portefeuille, faire du commerce, etc. Par contre, là où on était, où j'étais, en tout cas moi, très mauvais, et beaucoup de mes clients aussi, c'était pour faire du business depuis le digital. Donc là, je parle au sens Ah, large. ouais, Réseaux sociaux, newsletters, enfin voilà, c'est un truc. ouais. Moi, si j'avais plus LinkedIn, j'aurais commencé il y a bien longtemps. Peut-être toi aussi, il y a plus longtemps que tu l'as fait encore. Et, euh, et voilà, donc en fait, partant de ce constat-là, je me suis dit, OK, le prochain virage, j'ai envie d'aider mes clients. Donc il va falloir que j'apprenne à le faire, évidemment. La partie business, je maîtrise bien, la partie digitale, moins à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, ce sera ma prochaine mission. Donc j'ai pris des billets d'avion pour partir en tour du monde parce que j'arrivais pas à décrocher de mon métier que j'adorais. Je m'entendais très bien avec mon supérieur. Enfin voilà, c'était absolument formidable. Et j'ai pris 8 billets d'avion qui constituaient un tour du monde, qui me permettaient de fixer une deadline pour sortir de ce boulot-là, parce que sinon, j'aurais pas pu. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, au retour de ces 9 mois de tour du monde, eh ben, je me suis mis à mon compte sur d'abord tous les volets de l'acquisition client sur le digital. Donc, j'ai fait un peu de site web, un peu de Google Ads, un peu de Facebook Ads, un peu Ouais, de bon, LinkedIn. normal, c'est normal, c'est le Ouais. début, c'est ça. Donc là, bon, heureusement que j'avais un portefeuille client existant et que du coup, ça m'a permis d'enfoncer des portes. Et puis, j'ai commencé la prospection très vite. Mais je me suis vite rendu compte qu'il y a plein de trucs que je détestais. Je déteste Ouais. mettre mes mains dans Facebook Ads. Je Ah. déteste mettre mes mains dans Google Ads. Je suis pas outil, moi. Tu vois, moi, mon truc, bah, c'est le commerce. Donc, c'est de créer des relations avec les gens et si possible, d'apprendre aux gens à le faire. Donc, Mhm. très rapidement, je me suis resserré sur, bon, déjà le B2B, qui est ce que j'aime le plus. Ouais. Et puis, deuxièmement, bah, simplement de réduire le champ d'action et d'accompagner les clients sur bah, comment on fait pour faire du commerce aujourd'hui avec les outils du digital rapidement, avec une vraie stratégie. Et aujourd'hui, je ne fais quasiment plus que ça depuis au moins 2 ans et demi. Ouais. Et du coup, tu as démarré vraiment en quelle année au final? 2021? Fin 2000. Ouais, bon, quand j'étais en voyage en tour du monde, j'ai rien foutu, pour Ouais, être honnête. ouais, Je normal. vais réfléchir à la suite, pas réfléchi grandement. Fin 2019. Ok, fin 2019. Ok, bon, Bien après toi, parce que toi, tu as commencé en moi, 14. j'ai commencé, en vrai de vrai, j'ai commencé début 2019. Janvier 2019, en Ah fait. ouais, je pensais que c'était plus antérieur, tu vois. Bah, en fait, j'ai commencé, on va dire que j'ai fait un petit peu ce que tu as fait là, c'est-à-dire faire plein des milliards de trucs parce que j'étais pas positionnée, etc. Bon, c'est normal, on fait tous, quasiment Bien tous sûr, la même ouais, erreur, hein. Je pense complètement. qu'on l'a fait tous. C'est pour ça qu'on Euh, est légitime aujourd'hui à accompagner Bien des gens, sûr, à mon avis. Hein. certainement. Ouais, ouais, ouais. C'était fin 2018 et c'était, tu vois, octobre 2018. Donc bon, en gros, j'ai galéré les 3 premiers mois et puis après, je me suis vraiment lancée. Enfin, je m'étais vraiment lancée à ce moment-là, mais on va dire que j'avais pas trop de clients et tout et j'ai commencé vraiment à avoir des clients et tout à partir de janvier 2019. Donc, D'accord. on n'est pas si loin dans le... Ah ouais, non, c'est clair, c'est assez similaire, je pensais pas à ce point. Et tu vendais, quand tu étais salarié, tu étais chez qui ou tu faisais quoi? Alors moi, j'étais commerciale, j'ai été commerciale dans deux secteurs différents. J'ai été Ok. commerciale dans, enfin, je vais dire l'IT, même si ce n'est pas vraiment l'IT, mais je vais le dire comme ça, l'IT. Et après, j'ai été aussi commerciale cuisiniste. Donc D'accord. là, enfin, puisque j'ai été commerciale, si tu veux, j'avais la branche commerciale. Après, on m'a formée pour que je sois prise chez un cuisiniste pour pouvoir faire des plans 3D, etc. Mais en réalité, les plans 3D, c'est peut-être 30% du métier, le reste, c'est que du Ouais. commerce. Donc voilà. C'est hyper formateur. Ah oui, 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 c'est hyper formateur parce que Mm. bah, tu as dû connaître ça. Tu es commercial, tous les matins, tu as ton manager qui vient te dire où t'en es dans tes objectifs, où t'en es dans tes... Enfin, c'est hyper formateur. Et moi, j'ai adoré plus... Mais je l'ai déjà dit d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit sur le podcast, mais moi, j'adore les ventes longues. J'aime quand il y a une vraie... c'est-à-dire, tu vas la chercher, la vente, quoi. Et tu vas la chercher dans la relation, tu vas la chercher dans il y a un vrai travail de suivi. Tu vois, je m'amuse Complètement. moins quand c'est du one shot. C'est deux mondes qui sont Hmm. complètement différents finalement. Et dans les cuisines, tu finances les cuisines ou Non, tu finances Est-ce pas? qu'il y avait des financements? Ouais, tu vends du Ouais, il y avait des financement? financements, bien sûr, ouais. Tu vends du Donc financement? j'avais Ok. aussi la partie financement avec, ouais. Ah ouais, bah ouais, donc c'est Ouais, ouais, hyper donc riche. c'était hyper formateur et enfin, c'était génial, hein. Enfin, Trop j'ai bien. kiffé. Ouais. Trop Et bien. tu disais, je vais revenir rapidement là sur ton parcours et après on va pouvoir enchaîner sur toute la partie prospection qui nous intéresse tant.
tu disais que tu n'avais pas au départ les compétences digitales, on va dire, mais moi je trouve que du coup, aujourd'hui, c'est ton point fort. Tu vois, quelque part, c'est un petit peu comme moi. Moi, sur la boîte, les entrepreneurs, ils viennent chez nous parce qu'il y a une partie qui est commerciale plus pure que la partie en réalité marketing, il faut le dire. C'est plutôt une partie Ouais. marketing qui est beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, et on oublie complètement, malheureusement, à mon grand désespoir, la partie commerciale qui permet d'aller chercher en plus vite ses clients. Oui, c'est évident. Et donc, au final, toi, c'est ton point fort, tu vois, aussi. Bah, c'est ce qui fait aujourd'hui, si tu veux, c'est pas pour rien qu'on dit toujours à nos clients, mettez en avant votre unicité sur vos profils et sur vos sites web partout, parce que les clients qu'on attire aujourd'hui, on est plein à faire des stratégies de contenu, on est plein à faire de l'accompagnement business. Ce qui va intéresser les clients, c'est quel est le passif et quelle est notre manière de voir les choses. Et toi et moi, je pense que c'est effectivement, surtout dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on est, c'est très difficile aujourd'hui, je trouve, quand tu es entrepreneur, et quel que soit le stade d'avancement, de te dire, OK, à quel endroit je fais bouger mon curseur? Est-ce que c'est market? Est-ce que c'est commerce? Si oui, de quelle manière? C'est extrêmement compliqué. Et nous, donc forcément, on a un ADN très business, et Ouais, on va avoir tendance à promouvoir assez facilement des méthodos très orientés business, et donc court, moyen terme qui se c'est ça. complètent très bien avec les techniques long terme, évidemment, mais forcément, c'est notre ADN, ouais. Bah, je pense qu'il faut des deux, hein, de toute façon. Il faut Il faut. idéalement les deux. Alors, si on n'a qu'une à garder, en tout cas quand on démarre, quand on se lance, à mon avis, c'est le business. Ouais, merci, Sauf exactement. exception. Non, mais ça, il n'y a pas de Bah secret. oui, C'est-à-dire oui, enfin, qu'aujourd'hui, on est d'accord là-dessus. Ouais, les algos évoluent, se durcissent un peu partout, c'est logique, il y a de plus en plus de monde. Donc, quelqu'un qui se lance aujourd'hui, on ne peut pas lui préconiser uniquement de faire reposer l'intégralité de sa croissance sur des posts ou des choses comme ça. Il faut ouais, faire attention au discours qu'on tient et puis il faut responsabiliser. Là, je parle encore une fois des jeunes entrepreneurs qui ne savent pas hmm. forcément que le business. Il faut les responsabiliser sur cette partie prise de contact, évidemment. Après, moi, je pense, et justement, ça va faire l'objet de ma première question, je pense Mhm. qu'aujourd'hui, si les entrepreneurs, ils vont vers beaucoup, on va dire, la création de contenu, ceux qui sont dans la prestation de service, c'est parce que déjà, un, bah, malheureusement, on leur fait croire de façon générale sur les réseaux sociaux que c'est facile et que ça va arriver très vite. Et deux, Faut pas parce marcher qu'ils sur ce sujet, pensent, attention. et deux, parce qu'ils sont persuadés que ça va les éviter de vendre. Moi, je suis sûre que tu vois, il y a une partie de ça. Donc, du coup, ma Ouais. première question, c'est bah, pourquoi, selon toi, la prospection, elle est difficile à activer par les entrepreneurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait Bon, que alors, c'est quelque chose qu'ils on- esquivent, en fait? ouais. Donc on parle parce que ceux qui l'esquivent la prospection slash prise de contact sont, on est d'accord, principalement, on s'adresse là principalement aux jeunes entrepreneurs, ceux qui débutent. C'est ça? Parce que Ouais, il y a ce. En vrai, moi, cette j'aurais fuite envie de de la te dire, prospection, je la sens un peu plus présente quand même chez des jeunes entrepreneurs que chez des gens qui avaient déjà un bagage business et qui lancent leur boîte, tu vois, un petit peu. Pas toi? Même si ça reste assez global, hein. Par définition, on n'aime pas la ouais, prospection moi, je globalement. trouve, moi, je vois que la prospection, elle est esquivée par tout type d'entrepreneurs et même par les plus avancés, Hmm. de façon Alors, générale. Enfin, ouais, déjà, allez, pour grossir le trait et faire simple et droit au but, c'est inconfortable. En tout cas, la prospection telle qu'on a l'habitude de la faire ou telle qu'on a trop souvent l'habitude de vouloir nous la faire faire, c'est-à-dire de manière pas forcément très qualitative, avec des outils qui permettent d'aller très vite pour encore une fois gagner en confort et ainsi de suite, euh, fait que on se prend des portes, parfois assez violentes, hein, parce que les gens en aura le bol, encore plus en 2024 qu'en 2020. Les choses évoluent. Donc, on se prend des portes. Donc, forcément, au bout de 3 mois, tu te dis, bon, j'en peux plus. Ensuite, on fait trop de promotion de la surautomatisation et de démarches ouais, qui, qui sont malheureusement non qualitatives. Et alors, il y a d'autres choses, mais ça va de pair. On fait la promotion d'outils et l'intitulé de l'outil. Encore une fois, je vise aucun outil aujourd'hui parce que c'est une question d'utilisation, c'est pas une question d'outils. Tous les ouais, outils sont bons, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, quand tu arrives sur un outil, que tu te dis, bon, il faut que je vende davantage, et puis que tu arrives dans l'outil, on te dit, turn your sales en autopilot, donc commence à faire fais tes ventes en automatique. ouais. Forcément, c'est attention, mais derrière, la problématique qu'on a, c'est qu'on va pas, ces outils-là ne vont pas étudier ou soumettre un formulaire que tu vas compléter en te disant quel est ton secteur, quel est ton panier moyen, quel est ton client cible, à qui tu Hmm. t'adresses, voilà.
Et donc, forcément, c'est des successions de méthodes qu'on va essayer pour avoir plus de confort et plus de rapidité. Résultat, il y a plus de confort là tout de suite dans l'immédiat quand on souscrit pendant une semaine, mais il y a moins de confort dans le futur parce que ça fonctionne pas ou peu. Tu vois? Je dis pas ou peu pour faire simple par rapport aux clients auxquels on a l'habitude de s'adresser, toi et moi. Sur certains secteurs très spécifiques, sur des Hmm. paniers moyens relativement faibles, on peut automatiser. Voilà. Encore une fois, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Donc il y a ça en raison principale. Et, euh, et puis après, il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, quand tu cherches à faire du business, tu es noyé. Entre les réseaux, le SEO, le machin, il y a de plus en plus de possibilités, ça devient infini. Et on en oublie pour moi les fondamentaux. Ouais. Les fondamentaux, finalement, c'est de rencontrer ses cibles le plus tôt possible. Oui. Et c'est ce que faisaient nos grands-parents, finalement, hein, ça marchait bien. C'est ça, Ça exactement. Moi, fonctionnait. j'aime Ah bien oui. appeler ça le commercial à papy, tu vois. C'est ça. Voilà. C'est Donc, le commercial à donc, si tu papy veux, qui fonctionne. aujourd'hui, il y a moyen en plus de le faire 4 fois plus vite parce que nos Ouais. grands-parents, ils prenaient la bagnole, ils faisaient 300 km, ils mettaient 4 fois du carburant, ils étaient en sueur. Aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de faire tout ça. Mais je pense qu'il est important qu'on en revienne aux fondamentaux. Et aujourd'hui, ça sert à rien de mettre une usine de prospection en place dans une boîte ou chez un indépendant si le message en lui-même qui est adressé, il n'est pas bon. Oui, Parce bah que ça, voilà, ça revient au même que d'envoyer du Google Ads sur une page qui ne convertit pas ou du Facebook Ads sur une pub qui n'a pas de sens. Malheureusement, ça ne sert à rien. Donc, tu as des entrepreneurs qui s'épuisent et puis qui finissent en général soit par changer de méthode, soit par se pencher sur des approches un petit peu plus qualitatives ensuite. Aujourd'hui, on vend trop de confort aux entrepreneurs. Ça, j'en suis absolument convaincu. On leur vend des méthodes qui permettent de rester en arrière-plan, de vendre sans vendre. Mais il y a un moment, moi je dis toujours, le point commun qui relie tous les deals qu'on a pu passer avec nos clients, à un moment ou un autre, c'est qu'on a eu une rencontre et puis on a pris un café pendant 30 minutes ou 1 heure et on a discuté de ce qu'il fallait faire ensemble. Donc allons-y, quoi. ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, on vend trop de confort de façon générale. Et du Confort pour coup, vendre. ouais. Et du Vendre du coup, confort, fait vendre. Donc, il faut être prudent ensuite. il y a aussi pour moi, en fait, il faut le dire parce que c'est pas ce qu'on a dit, mais la flemme. En fait, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs Oui, qui ont la flemme de prospecter alors que pourtant ça irait plus vite. oui, oui, il y a une grosse flemme chez certains, pas tous. Non, bien Je sûr. pense qu'on a eu tous les deux, hein, à qui on a dit, bah voilà, par rapport à ton cas, ce que je préconise, c'est ça, contacter 10 sites Mm. par jour ou X par semaine, hein, et puis on te dit, ah ouais, ça c'est la flemme, c'est dur. Et encore une fois, c'est pas grave, il y a d'autres méthodes, mais c'est dommage parce qu'elle est mise en arrière-plan. Et puis, pour compléter les raisons qui font que ça semble si difficile, là, je fais un constat très clair, et encore une fois, c'est pas clivant, hein. Finalement, si tu te penches un peu sur les pratiques, l'immense majorité des commerciaux, globalement, n'ont jamais appris ce qu'on appelle l'outbound copywriting. Donc, on parle énormément de copywriting dans les posts LinkedIn. On parle très peu de copywriting dans la prospection. Ouais. En fait, ce qui va faire aujourd'hui qu'un client ou futur client ou prospect ouvre ton message, c'est la manière dont tu as brisé la glace avec lui. Ouais. Et puis, donc finalement, c'est du copywriting. C'est qu'est-ce qu'il faut écrire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ma cible dans une journée extrêmement chargée quand elle va prendre son téléphone 4 secondes, vérifier ses notifs LinkedIn. Qu'est-ce qu'elle a besoin de lire et d'entendre de manière extrêmement précise? C'est bien ça l'objectif du copywriting. Et pour nous répondre. Ou du moins le prendre en considération ou y répondre plus tard. Et ça, bah, c'est pas compliqué. C'est un truc qu'on n'a pas appris à l'école, qu'on n'a pas appris dans les écoles de commerce. Tu le vois bien quand tu analyses des messages de commerciaux, et je pense que toi aussi tu en aides régulièrement. Euh, les fondamentaux du copywriting, donc de la rédaction de prospection, on les a pas. Non, Et donc ça, c'est une montée en compétence qui n'a pas été faite. Et puis bon, bah, on est là du coup pour donner un coup de main à nos échelles là-dessus, quoi. c'est ça. Et du coup, bah on va partir un petit peu direct dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi j'avais envie de commencer par les bonnes pratiques, mais tu vois, j'ai plutôt envie de commencer par qu'est-ce qu'il faut absolument proscrire quand tu fais une démarche de prospection. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, selon toi? Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut surtout pas faire. La première, c'est de se jeter trop vite, évidemment, sur des outils d'automatisation. Parce que qui dit je me jette vite sur des outils, dit je fais reposer ma stratégie sur des outils, et donc bien souvent au détriment de la qualité. Tu vois? Donc, le premier truc sur lequel il faut être prudent, c'est ne pas confier sa prospection à des outils dans lesquels tu vas mettre bonjour first name. Donc, first name, c'est la variable que tu intègres dans ton message. Ouais,
bonjour prénom, bonjour prénom. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent aujourd'hui, mon message est personnalisé à partir du moment où j'ai inséré bonjour prénom. Et en fait, ça ne l'est pas ou ça ne l'est plus suffisamment. Donc la première chose, c'est d'avoir, pour moi, de creuser beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de le faire, l'aspect psychologique et donc derrière rédaction. Rédiger un icebreaker hyper personnalisé, donc qui va beaucoup plus loin que bonjour first name. Briser la glace de manière profonde, ne pas hésiter à le faire sur 2-3 lignes. Peut-être qu'on y reviendra plus dans le détail tout à l'heure. Deuxième chose, l'erreur à faire, c'est utiliser trop de jeux de moi et de nous, c'est-à-dire d'avoir un message qui est trop orienté vers nous ou vers la solution qu'on souhaite vendre. Et en fait, la cible, de manière inconsciente, elle va scanner le nombre de jeux moi, nous, et puis elle va se dire, OK, ce message, grosso modo, n'est pas orienté vers moi ou vers mon bénéfice, mais vers celui de l'émetteur, et donc, in fine, de la vente qu'il a envie de faire vis-à-vis de moi. L'autre erreur qu'il faut éviter de faire, c'est pour moi, de rentrer dans une approche qui soit trop conversationnelle. Je m'explique. Nos cibles sur LinkedIn, la messagerie, c'est pas Messenger avec nos potes, c'est-à-dire que ils nous connaissent pas et ils ont pas envie de passer du temps dans la messagerie avec nous. Donc ça, je sais pas si tu le constates des fois dans les messages de prospection que toi tu reçois, Pauline, c'est qu'on va vouloir te poser 2 questions dans un message. Si la personne a de la chance, tu vas y répondre, mais au bout d'un moment, s'il n'y a pas de concret derrière de rencontre ou s'il n'y a pas très vite un sujet concret sur la table, la discussion, elle meurt et donc la relation, par la même occasion, elle meurt aussi. Tu veux dire sur LinkedIn? Dans la messagerie LinkedIn. Ouais. Là, je parle de LinkedIn. Par email, c'est pareil. Hein. Je parle de LinkedIn, mais l'email, c'est pareil. C'est-à-dire que par email, éviter de poser 2-3 questions et de rentrer dans du conversationnel. Il faut adresser des messages ou des emails qui très vite, le plus rapidement possible, sortent vers une discussion, qu'elle soit téléphonique ou qu'elle soit sur Zoom ou sur Google Meet. Alors je suis complètement d'accord avec toi, même si on peut lancer par le conversationnel, en faisant du levier par le conversationnel. Mais je suis d'accord avec toi, il faut pas que ça se transforme en discussion de comptoir, ça s'étend. Et puis en plus de ça, par exemple, sur LinkedIn, les gens sont énormément volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont regarder leur téléphone à un moment donné, et puis ils vont y revenir le lendemain, etc. Donc en fait, on va perdre leur attention complètement. Donc oui, je valide complètement ce que tu dis. Ça peut commencer par la conversation, mais il faut pas que la conversation, elle s'étende. C'est pas MSN, quoi. Non, il faut rebondir très, très, très rapidement. Et puis, évidemment, alors après, bon, là, on rentre dans le détail, mais je distingue 2 approches. L'approche qui est conversationnelle. Exemple, j'ai commenté un post, je suis sur une cible difficile. Je sais que cette cible-là est difficile d'accès, par exemple, dans une très grosse boîte sur un sujet spécifique. Et je vais d'abord rentrer avec du conversationnel, même si, encore une fois, il faudra pas s'endormir. Et j'ai une cible qui est beaucoup plus facile d'accès, typiquement du solopreneur hyper présent sur LinkedIn, où là, je vais beaucoup plus facilement pouvoir entretenir un début de conversation. Voilà, il y a différentes typologies de cibles et donc de stratégies. Mais pour résumer ce que tu as dit, effectivement, conversation, attention, pas trop longue. À partir du moment où la cible se rend compte que il n'y a pas de sujet concret sur la table qui l'intéresse de manière très spécifique, ça va mourir globalement. Ouais, complètement. Moi, j'ajouterais aussi quand même une erreur que je vois beaucoup, qui est, je pense que tu ne l'as pas dit tout simplement parce qu'elle est basique au basique pour nous, mais je pense que c'est important à préciser, c'est mal ciblé en fait. Il y a énormément d'entrepreneurs qui se disent, ok, à partir du moment où j'envoie la loi des nombres, quoi, tu vois. Ok, je vais envoyer 100 messages, donc il y en a forcément un qui va me répondre dedans. Alors oui, tu en as peut-être un qui va te répondre dedans, mais si tu n'as pas regardé qui c'était exactement, enfin, dans tous les cas, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, moi, personnellement, je ne dis pas que ça marche pas, je pense que sur certaines industries, ça fonctionne, mais je ne suis pas pour la prospection de masse. Moi, je suis plutôt pour la prospection que moi, en tout cas, j'appelle top list. C'est la prospection où tu vas faire des recherches sur ta cible. Donc, oui, certes, ça va te prendre un certain temps avant d'envoyer un email ou un message sur LinkedIn qui va vraiment taper dans le mille. Mais en attendant, tu as peut-être une chance sur 2 que la personne elle réponde. Alors que si tu envoies de la merde et pas à la bonne personne, la personne ne va pas te répondre en fait. Et personne ne va te répondre. Ouais, sans compter que quand tu fais de la masse aujourd'hui, comment t'expliquer? Tu peux pas rebondir ensuite. C'est-à-dire que cible mal, comme tu dis, derrière, et ça, encore une fois, hein, pour moi, c'est une question d'outils. C'est-à-dire qu'on va trop vers l'outil pour faire la masse. Et donc, on va cibler, par exemple, moi, ça m'arrive régulièrement, je pense que toi aussi. Bon, toi, t'es pas seul dans la boîte, t'as des salariés.
Ouais, j'ai une équipe, ouais. Bon, donc, tu vois, dans ton cas ou dans mon cas, il y a des personnes qui vont adresser des messages. Donc, dans mon cas, destinés à des boîtes de 15 personnes. Et dans ton Mhm. cas, destinés à des boîtes de 500, alors que vous êtes peut-être 5 ou 15. Combien vous êtes dans votre structure? On est 8 en tout. Vous êtes 8. Et ouais, bon, voilà. Donc, j'imagine que toi aussi, des fois, on te propose des trucs qui sont complètement capillotractés, qui n'ont rien à voir avec des boîtes Oui, comme ça la tienne. arrive, ouais. Et le problème, c'est bon, perte de temps, évidemment, mais quid de la crédibilité? C'est que c'est un gros souci pour la crédibilité. Ah, Ça, mais on n'en parle pas assez. complètement. Tu vois. Bah, mm. Et donc, il faut être très prudent sur ces sujets, ouais. De plus en plus, parce que nous, on fait un constat, mais ce sont les gens qui se plaignent de recevoir de la non-qualité, finalement, hein. Donc, je pense qu'il faut les écouter. Et le fait d'en faire moins permet déjà de pas passer sa vie à manier des outils, parce que ça passionne pas grand monde en réalité, hein, de manier des outils du soir au matin. Mm. Deuxièmement, tu le constates aussi, il y a des cibles, il y a des personnes qui envoient beaucoup de messages, et du coup, quand elles ont une réponse, alors ça, je le vois souvent dans le recrutement, quand elles ont une réponse, elles ne répondent pas. Oui, Elles répondent pas oui, parce qu'elles c'est font- clair. parce qu'elles sont complètement sous l'eau, tu vois. On impose à certains C'est recruteurs, par ça. exemple, d'envoyer 500 messages par semaine. Bon, ok, why not? Mais derrière, quand il y a une réponse ou une demande de précision, souvent, il n'y a pas de réponse. Donc voilà, il faut essayer de faire évoluer ces pratiques avec le temps et rester à l'écoute de son marché. Voilà, si le marché il dit ça ne me correspond pas, on essaye de faire un peu différemment. Oui, bah déjà là, je pense que tu viens de mettre le point sur quelque chose de très important et que du coup, je vais me permettre de rappeler aux personnes qui nous écoutent, il faut arrêter de vous arrêter alors que vous avez essayé 3 fois et qu'en plus de ça, vous avez essayé 3 fois de la même manière sans rien changer. Hmm. Quand ça n'a pas Voilà. marché, eh ben on réessaie, mais on change un paramètre, on change des choses parce que sinon, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, je voulais me permettre de lever le point là-dessus. Euh, Super Maintenant, est-ce que important. tu peux nous dire, c'est quoi un petit peu les étapes de la prospection by Lucas, quoi? Celles qui te paraissent les plus pertinentes pour pouvoir commencer une Alors, démarche de prospection. Première chose, et puisqu'on est dans une optique de qualité, puisque la qualité a des vertus intéressantes aussi, c'est que finalement, tu vas te retrouver à travailler davantage, puisque tu ne fais plus de masse, avec des clients qui te ressemblent et en tout cas avec lesquels tu apprécies. Donc, lister, alors ça, tout dépend encore une fois des besoins, des objectifs, du stade d'avancement, à quel stade se situe notre business, mais lister moins, mais lister mieux. C'est-à-dire que au lieu de scraper aujourd'hui, je parle pour des indépendants, hein, je parle pas de boîtes dans la tech, voilà. Lister plutôt que scraper. Donc, scraper, c'est récolter une liste avec un robot, en gros, dans lequel tu vas Mm. mettre, bah, voilà, je cible tous les CEO de telle boîte. Voilà. Donc, tu listes et tu te renseignes sur le profil des personnes. Pour se renseigner, pour voir si tu as envie, déjà, d'aller les chasser, entre guillemets, et Ouais. pourquoi tu as envie. Le pourquoi il va servir dans l'approche, Mm. évidemment. On liste et on peut se renseigner quand on fait son listing sur le profil LinkedIn. On peut aussi constituer des listes sur Google. Tu vois, si demain ton client c'est un e-commerçant, si tu veux t'adresser à des e-commerçants, par exemple, bah, tu peux te comporter comme un client sur Google et faire comme si tu cherchais une marque de crème pour femme ou une marque de crème pour homme, et puis tu vas tomber sur les boîtes qui en proposent. Donc tu vas voir typologie, Respire, Nivea et ainsi de suite. Puis derrière, tu vas pouvoir trouver les décideurs sur LinkedIn. Tu constitues ta liste et ce que je conseille de faire tout de suite, si possible, on rentre dans le vif du sujet, c'est de commencer à réfléchir au moment où on liste, qu'est-ce qu'on va raconter dans ce qu'on appelle l'icebreaker. Alors l'icebreaker, Mm. c'est quoi? Les auditrices et auditeurs qui ne savent peut-être pas, c'est un anglicisme, c'est le brise-glace. C'est euh, comment je vais briser la glace. Et finalement, ce brise-glace, apprendre à briser la glace aujourd'hui en entrepreneuriat ou même si on est salarié commercial, c'est un super pouvoir. Si tu sais aujourd'hui briser la glace avec n'importe qui, c'est un super pouvoir dans la vie et c'est un super pouvoir dans le business. Donc, se renseigner sur la boîte, site web, LinkedIn, Insta, Facebook, Google, YouTube. Tu Mhm. rentres le nom et prénom de la personne et tu le rentres donc sur LinkedIn et puis ensuite sur Google et sur YouTube. Et tu vas regarder, ben, est-ce qu'il y a une vidéo qui sort? Est-ce qu'il y a un article de blog qui sort? Tu vas regarder les valeurs de la boîte sur le site et tu vas arriver à te dire, OK, c'est sexy ou c'est pas sexy. Alors, sexy, je m'explique. Quand je dis sexy, c'est est-ce que je me projette, j'ai envie de travailler avec cette boîte ou pas? Et comme on fait de la prospection qualitative, donc on réduit ses volumes, eh bien on peut prendre le temps de l'aborder de cette façon-là et donc de passer un peu plus de temps sur chaque cible. C'est ça. Et alors il y a un truc qui est marrant, je ne sais pas si toi tu l'as remarqué aussi, Pauline, c'est que souvent,
les entrepreneurs ne s'accordent pas, quand ils sont dans une démarche de prise de contact ou de prospection, ne s'accordent pas le fait de ne pas y aller. C'est-à-dire que même quand c'est pas sexy, ils y vont quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et c'est là où je dis souvent, si vous n'avez rien à dire et que c'est pas sexy, bah, n'y allez pas. Ouais, si t'as pas envie, en fait. Et Si ça... voilà. Ouais. Parce que déjà, aujourd'hui, moi je pars du principe que si on est entrepreneur, alors c'est pas la liberté absolue, l'entrepreneuriat, loin de là, je le dirais pas forcément, mais on a au moins la liberté de travailler avec des gens avec lesquels on a vraiment envie de bosser. Donc commençons par ça. Moi, les entrepreneurs autour de moi, les plus successful et épanouis que je vois, ils ne travaillent qu'avec des personnes qui ont ou des boîtes avec lesquelles ils ont vraiment envie de travailler. Donc c'est sexy. Pourquoi tu y vas et tu dis pourquoi dans ton message. C'est pas sexy. Autorise-toi de passer à autre chose parce que tu vas gagner du temps. Et alors, l'autre fois, j'avais quelqu'un que j'ai aidé, et puis il me dit, ouais, Lucas, cette boîte-là, vraiment, je la trouve pas sexy, mais j'ai envie d'y aller quand même. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu as envie d'y aller? Et il me dit, pour telle et telle raison. Je dis, du coup, tu la trouves sexy, cette boîte. S'il y a un truc qui t'attire dans cette boîte, c'est ça. Le sexy, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qui m'attire dans cette boîte? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que je trouve d'utilité publique? Quelles sont les valeurs qui résonnent avec moi? Quelles sont les actions qu'ils ont menées que j'ai trouvé géniales? Quelles sont les prises de parole qui ont été faites dans lesquelles j'ai trouvé qu'il y avait un ingrédient hyper intéressant. Enfin, voilà, un truc, un intérêt commun finalement, quelque chose qui a matché intellectuellement. Et on y va avec ça, tu vois. Donc, lister. Ouais. Pour chaque cible, lister l'élément d'icebreaker. Si c'est un élément online, encore une fois, un post, une vidéo, là, prendre l'URL du post en question, de l'article de blog en question, de la page de valeur de l'entreprise en question, prendre cette URL et le mettre dans son tableau. Tableau, donc CRM, Google Sheets, ça marche très bien. Tableau, CRM, peu importe. Ouais. Voilà, un Google Sheets fait l'affaire si on ne fait pas des volumes colossaux, qu'on est sur des CA relativement importants. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, jour 3, parce que là, j'ai fait jour 1, lister, définir ce qu'on peut mettre sur la table comme icebreaker. Jour 2, donc ça c'était lundi, mardi, rédiger les icebreakers uniquement, tu vois. Donc tu te fais la liste des 10, 20 ou 30 et à partir des sources de brise-glace, donc d'icebreaker que tu as défini la veille, rédiger ton icebreaker. Jour 4, envoyer l'icebreaker et le corps du message, donc le sujet, à savoir j'aimerais vous parler de telle solution parce que je pense qu'elle serait j'aimerais vous parler de la manière dont on pourrait résoudre tel souci ou telle problématique. Oui, ou parce que je pense qu'elle serait peut-être utile. Ou... C'est le sujet, par exemple. Ça, c'est l'approche assez directe, assez commerciale. On pourra rentrer dans le détail après si tu veux, hein, parce que là, on est en mode brouillon. Et puis, donc là, tu envoies, et puis le jour d'après, pour terminer ta semaine, tu fais toutes tes relances. Tu vois, donc, tout ce pourquoi tu n'as pas obtenu de réponse la semaine d'avant, tu peux le relancer sur une journée. Donc, tu as certains qui vont fractionner leurs actions. Par exemple, 1 heure par jour. Pendant 1 heure, ils vont lister 3 cibles, faire 3 icebreakers, faire 3 envois et puis faire les 3 relances du lundi dernier, par exemple. Et tu as ceux qui segmentent à la journée, comme je viens de le dire là, c'est-à-dire lundi, ils ciblent, mardi, ils font les icebreakers, mercredi, ils envoient les messages et jeudi, ils relancent, tu vois. Il y a plusieurs façons de faire les choses. Le but étant, pour moi, et je purée d'avoir ton avis là-dessus, de fonctionner sur des sprints courts et d'avoir une méthode avec laquelle on se sente super à l'aise. Mais le pire ennemi de l'entrepreneur aujourd'hui qui prend contact avec ses prochains clients, c'est de faire un peu tout le temps sur des plages qui ne sont pas dédiées. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là, c'est catastrophe. Donc, il faut avoir une méthodologie, et pour que cette méthodologie, elle soit suivie, effectivement, c'est mieux. Là, et c'est bien d'ailleurs l'exemple que tu as donné lundi, mardi, mercredi, ça peut carrément se faire comme ça. Donc, et donc, il y a plein de choses. Il y a le fait déjà que quand c'est sur un temps dédié, tu ne passes pas ta journée. Deuxièmement, tu n'as pas l'impression de faire tout le temps la même chose parce que quand c'est pas structuré et que tu fais du coup tout le temps un peu de tout, tu as l'impression de faire tout le temps un peu la même chose. Tu vois. Puis après, ça fonctionne jamais parce que quand tu fais un peu de tout, il manque toujours un ingrédient clé, etc. Et au final, ça fonctionne pas. Tu vois. Donc, il vaut mieux se fixer des temps courts. Et parfois sur LinkedIn, moi je dis voilà, prenez-vous un quart d'heure pour faire ça, une demi-heure pour faire ça ou 1 heure pour faire ça. Et on me dit ouais, Lucas, en commentaire, t'as pas l'impression que c'est un peu court? Je dis ouais, c'est court. Mais en fait, si tu te fixes pas de deadline, tu n'y arriveras jamais parce qu'en réalité, faire du business, on pourrait le faire 23 heures sur 24, tu vois, finalement. Donc, il vaut mieux se fixer des temps courts, mais s'y tenir toutes les semaines, toute l'année,
et faire en sorte que ça reste digeste, que tu puisses continuer à travailler tes clients à côté, tes accompagnements. Enfin voilà, on a toutes et tous nos métiers, nos cœurs de métier à côté. On peut pas faire que de la prospection et du développement commercial, même si c'est important. Donc il vaut mieux faire peu, mais faire, que de se fixer des plages pas possibles. Des fois, tu as des gens, ils vont se fixer 3 heures, 4 heures par jour. Mais en fait, au bout de 10 jours, ils lâchent Bah oui. parce qu'ils se rendent, ça rentre pas, tu vois. Donc quand ça rentre pas, bah, tu divises par deux, mais par contre, tu le respectes. Tu vois, tu le mets dans ton agenda de manière fixe avec un cadenas emoji là, Ouais. et je dis toujours, tu t'y tiens. Si c'est important pour toi et que ta priorité c'est de faire de la croissance et par ce biais-là, tu t'y tiens comme si c'était un rendez-vous client. C'est-à-dire, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de rendez-vous de dernière minute, c'est dead, ça n'existe pas quoi. C'est comme si c'était un rendez-vous client et tu le respectes. Et ça marche. Ouais. Discipline. De toute façon, hein, il y a pas de secret, hein. Ouais, Euh, c'est bateau, mais il y a que ça qui fonctionne. pour revenir sur les erreurs rapidement, je pense qu'il faut quand même qu'on en donne une aussi, c'est ne pas Mhm. suivre sa prospection. Non, parce que tu as parlé d'un Google Sheets, d'un CRM, mais il faut savoir que moi, en tout cas, j'en ai beaucoup, hein, des entrepreneurs qu'on accompagne, qui n'ont aucun suivi. C'est-à-dire que comment tu veux savoir où est-ce que tu en es si tu sais même plus à qui t'as envoyé un email, à quelle date, s'il a répondu, s'il n'a pas répondu, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut un historique pour être meilleur. Et en fait, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur avoir une méthodologie, se fixer des moments. Ben, de la même manière, il vous faut un outil. Et c'est pas l'outil qui est important. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je le répète, parce que moi, on me pose hyper, mais la question tout le temps, ah, mais quel CRM tu me recommandes? On s'en fout de l'outil. On s'en fout. Ce qui est On s'en fiche. important, c'est comment vous l'utilisez. Est-ce que vous l'utilisez stratégiquement de la bonne manière et est-ce que vous vous tenez au rappel que vous met votre CRM ou etc. en fonction de la stratégie de Ah commerciale. oui, absolument. Et on peut le prendre parfois, tu vois. Moi, il m'arrive de dire à des gens, note dans ton agenda, même des trucs hors prospection, hein, note dans ton agenda, Bien note sûr. même le sport, la liste des courses, si ça te fait du bien. Moi, je le fais. Bon, les courses, maintenant, je le fais livrer ou peu importe, je fais au jour le jour. Ouais, Parce qu'à Paris, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, c'est pas s'enfermer de faire ça, c'est une libération incroyable, ouais, tu vois. complètement. Oui, Quand oui, tu sais c'est exactement que telle heure t'attaques ça et t'en sors là, quoi qu'il arrive, et que le lendemain tu vas. En fait, t'as une réduction de charge mentale qui est colossale, en fait, tu vois. c'est ça. C'est colossal. Parce que tu n'es plus en train d'y penser toute la journée. De un, tu sais quoi faire. De deux, tu sais comment le faire, à quelle heure le faire. Et en fait, en dehors de ça, il n'y a plus de charge mentale parce que tu es sur autre chose, tu vois, et tu te concentres sur autre chose, que ce soit du perso ou du pro. Et ça, c'est absolument génial, tu vois. Ouais, D'autant complètement. plus qu'en prospection, on le dit, hein, le business est dans les relances. Une prospection sans relance n'en est pas une. Et donc, effectivement, il faut absolument un suivi. Je mets éventuellement une petite exception, mais là encore, c'est pour des cas particuliers, 1 ou 3%, des indépendants ou des entrepreneurs qui vendent des montants à 3 chiffres à des très grosses boîtes et qui n'ont que besoin de signer 3, 4, 5, 6 clients dans l'année. Bon, là, OK, ils ont le truc en tête, ils savent à quel mot. À la limite, là, bon, OK, tu peux noter sur un post-it ou tu l'as dans la tête. Mais ça c'est assez rare. Donc, pour tous les autres, Des, dont des je fais gros évidemment tickets, pas. tu veux dire? Oui, des gros tickets, bien Des sûr. gros tickets, ouais. Voilà, Oui, si tu as oui. 5 clients, si t'as 5 clients dans l'année Non, et mais que d'accord. globalement, mais là, on est sur du cas très particulier, quoi. Je veux dire, c'est anecdotique. Ouais, Si vous, exactement. Mais tu as bien fait si on n'est de. pas là-dedans, si on n'est pas là-dedans, il faut suivre, quoi. Même gratuitement, encore une fois, mais bah, toi, tu as sûrement des exemples de CRM gratos, Airtable, bah, Notion, voilà, c'est très bien, quoi. Ouais, Ça fait le boulot. exactement, c'est très bien. Ouais, totalement. Pas Ouais, besoin d'être ouais. sur un HubSpot de dingue à. Non, pas à- du tout. Mais d'ailleurs, Parce HubSpot, je crois qu'ils ont une version CRM classique. Tu sais, juste avec qualifier, demande de rendez-vous, envoyer, etc. Ils l'ont et ça, c'est gratuit. Mais sinon, le ouais, ça, c'est bien. HubSpot au global, non, ça sert à rien. Clairement, quand on Ouais, c'est un est. peu Enfin, costaud. non, on est d'accord. Euh, Bon. ok, donc tu as dit tout à l'heure, et je rejoins complètement ce que tu disais, que ce qui est important, c'est d'attirer l'attention, d'avoir un bon icebreaker pour que les gens ils soient pas soit à supprimer l'email tout de suite, soit à ne jamais répondre du tout sur LinkedIn ou peu importe, par email, c'est pareil. Mais une fois qu'on a fait l'icebreaker, qu'est-ce qu'on met après? Alors, si je te pose la question, c'est parce que je sais qu'il y a plein de stratégies différentes et que ça dépend aussi de est-ce qu'on veut un rendez-vous à la fin? Je vais te donner un exemple là récemment et j'ai trouvé ça hyper smart. Et pour le Mhm. coup, ben, j'ai pris rendez-vous, tu vois. Et en plus, je pense que toi, Lucas, tu dois être comme moi. Comme on est des rayons X à prospection, on est rare à y répondre, ou alors quand on y répond, c'est vraiment qu'ils sont très bons, Ouais. C'est en rare, général. hein. C'est assez rare. Voilà. Ça arrive, Mais, ça arrive. mais ça arrive, ça arrive. Et là, j'ai beaucoup vu récemment cette
cette stratégie-là. Donc, évidemment, toujours excellent icebreaker. On voit que la personne, elle a fait des recherches sur nous. Il y a zéro problème. C'est bien fait. Pauline, je te coupe 10 secondes Ouais. parce que c'est trop important. On n'a pas beaucoup parlé de l'icebreaker et je veux juste dire un truc spécifique. Donc, relevez un point qui vous a marqué dans le bon sens du terme, etc. Relevez un point, quel qu'il soit, mais par contre, dites pourquoi vous le relevez. Et ça, s'il y a un truc qu'il faut que les gens retiennent dans ce podcast, pour moi, c'est ça. Dites pourquoi vous le dites. Parce que dans le copywriting de prospection, tu vois des gens dire, et c'est normal, ils apprennent. Ils disent, voilà, j'ai bien aimé ça, ou j'ai relevé tel point, ou j'ai trouvé telle chose que vous avez faite dans votre boîte, vachement. Mais ils disent pas pourquoi. Ouais, ça change tout. Et en fait, ce qu'il faut se dire, raisonnez comme vous raisonnez en dehors du digital, parce que ça fonctionne de la même façon. Quand vous êtes dans la rue, ou à une soirée, ou peu importe, et que vous voulez aller voir quelqu'un, si vous lui dites, j'aime bien tes cheveux ou ta chevelure ou ta coupe de cheveux, la personne, elle est contente, mais elle est frustrée, elle a envie de savoir pourquoi. Tu vois? Ouais, bien Mais c'est sûr. con. Non, mais complètement. J'aime bien ton pull, ouais, ok, qu'est-ce que t'aimes bien dans mon pull? Enfin, tu vois, c'est surtout de quelqu'un qu'on connaît pas, en fait. Pourquoi tu me dis ça, tu vois? Donc, dites pourquoi vous dites ce que vous dites. Je ferme la parenthèse, mais c'était trop important. Ah non, mais complètement, tu as complètement raison. C'est hyper, Parce que hyper même important. quand on commence à avoir un bon niveau en prospection et en rédaction, le truc qu'on oublie toujours, finalement, c'est celui-là. Le pourquoi. Voilà, c'est tout. On passe à la suite, pardon, Pauline, pour la parenthèse. Non, mais justement, c'est hyper important ce que tu viens de préciser. Tu peux donner un exemple, genre, je sais pas, en une phrase ou deux, tu vois, ben voilà, j'ai aimé telle Bien chose sûr. parce que. Bien sûr. J'ai trouvé que la dernière action que vous avez mis en place en faveur des enfants dans les hôpitaux est géniale. Alors, je t'ai pas donné le meilleur exemple parce qu'en soi, s'occuper des enfants dans les hôpitaux, c'est génial et à la limite, il n'y a rien d'autre à dire. Mais, non, mais c'est vrai, tu vois. Oui, bien C'est un sûr, mais je exemple comprends que ce j'ai que eu, tu veux c'est un dire. exemple que j'ai eu récemment. Ouais. Mais il faut dire pourquoi. Tu vois? Pourquoi ça t'a particulièrement touché? Pourquoi c'est d'utilité publique dans une ville comme Besançon si c'était à Besançon? Pourquoi cette cause-là te touche particulièrement? Parce que bon, des causes nobles, il y en a beaucoup. Tu vois, mais pourquoi celle-là finalement, tu vois? Dites toujours, voilà, j'ai beaucoup aimé votre voilà, alors un truc plus basique qui sera encore mieux pour illustrer. J'ai beaucoup aimé votre intervention dans le dernier podcast de Pauline Sarda. Là, c'est bien. Encore une fois, c'est mieux que rien, mais on reste complètement sur notre fin, tu vois. Donc, j'ai beaucoup aimé votre dernière intervention dans le podcast de Pauline Sarda, parce que d'habitude, les personnes qui parlent de market parlent surtout de stratégie de contenu et de mais on a très peu de personnes qui nous parlent de la manière dont on doit s'outiller pour faire du gros hacking, tu vois. Donc, franchement, pour une fois, bravo pour ça, ça fait très plaisir. Et ensuite, on peut enchaîner, tu vois. Et donc là, la personne elle se dit, OK, c'est pas du pipeau, c'est pas juste un compliment comme ça. Alors là, je parlais d'un compliment, mais ça peut être autre chose qu'un compliment. Hein. Mais dites vraiment pourquoi vous dites ce que vous dites, quoi. J'ai aimé ça, pourquoi? J'ai trouvé ça intéressant, pourquoi? J'ai trouvé ça utilité publique, pourquoi? Et là, ça le fait complètement. Tu vois, moi, j'avais quelqu'un qui m'avait prospecté. Bonjour Lucas. Ça fait X mois, donc 8 mois que je vous suis, que je te suis sur LinkedIn. Je ne sais plus si c'est tu ou vous. Ça fait 8 mois que je vous suis sur LinkedIn. Et franchement, bravo parce que je trouve que vos posts, ils sont hyper actionnables et on a déjà concrètement eu dans notre entreprise des résultats simplement en suivant vos posts LinkedIn, tu vois. Donc ça, c'était hyper spécifique. C'était pas juste merci Lucas pour vos posts, ils sont chouettes. C'était pourquoi, tu vois, précisément. Qu'est-ce qu'il en est in fine. Et là, tu vois, la perception de la personne qui va lire ça, elle est complètement différente, tu vois. En fait, c'est la considération. Donc, prendre le temps pour faire cet icebreaker, deux lignes, voire trois bonnes lignes, ça le fait. Encore une fois, l'icebreaker, on parle de la cible, donc on peut y aller. 3 lignes, c'est bon. Et c'est ce qui va permettre ensuite, derrière, d'avoir une approche parfois un peu plus longue même que la moyenne, mais qui soit lue quand même. Parce qu'il y a eu un gros pilier au début de considération. Oui, non, mais c'est sûr, s'il y a pas la considération, tu n'as pas envie de lire, en fait. Combien de messages de prospection je reçois, où il y a zéro considération, ou alors il y a le « Ah, j'adore ton podcast », mais effectivement, il n'y a pas le « parce que telle et telle raison ». Bah, tu n'as pas envie, en fait, de répondre parce que tu es là. Voilà. Ok, donc en fait, la personne, elle a juste regardé vaguement ce que je faisais dans ma life, et elle est juste venue parce qu'elle a quelque chose à me soutirer, en fait. C'est ça que ça renvoie comme image. Et ce qu'il faut bien retenir, et c'est bien que tu soulignes ça, c'est qu'en 2024, c'était peut-être pas le cas en 2017 ou en 2020, mais en 2024, j'aime bien ton podcast n'est plus un icebreaker. Alors, vous avez le droit de dire à Pauline, évidemment, que vous aimez son podcast, si c'est vrai, et de pas aller plus loin. Elle a le droit de. Oui, on peut faire absolument. à Pauline. En plus, elle le mérite. Par contre, si vous avez un truc à lui vendre,
et que vous la connaissez ni d'Ève ni d'Adam et qu'a priori elle ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, dites pourquoi précisément vous aimez son podcast, sous-entendu pourquoi il se différencie de celui des autres, ou sous-entendu pourquoi il vous a apporté de manière très spécifique quelque chose. Et ce quelque chose, il faut dire quoi. Et à partir de ce moment-là, vous avez une Pauline Sarda qui, si elle a 2 minutes, va lire. Et il y a votre taux de oui pour rendez-vous va augmenter drastiquement, c'est évident. Il ne faut pas oublier que nos cibles, elles passent. Alors, j'ai plus le chiffre, j'avais fait un post là-dessus, mais c'est affolant. Hein, la cible moyenne sur LinkedIn, elle passe, je crois, 16 ou 18 ou 20 minutes par semaine ou par mois sur LinkedIn. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, les seuls messages qui seront lus sont soit ceux qui viennent des proches, ou de relations pro parce qu'il y a du business, ou voilà, soit ceux d'inconnus, mais qui vraiment, il faut être dans le top 1% en termes de qualité d'approche aujourd'hui pour être lu. C'est presque ça ou rien finalement. Hein. Bah, de toute façon, c'est une guerre de l'attention. Et c'est pas que Exactement. sur les réseaux sociaux, c'est une guerre de l'attention aussi dans les boîtes mail, dans les boîtes de messages, dans les... Non, mais complètement. Donc, tu as plutôt intérêt d'être bon dans ton approche. Carrément, tu parles de réseaux sociaux, c'est très marrant parce que on met des efforts colossaux pour que les personnes dans nos posts cliquent sur le voir plus. Eh ben, l'icebreaker de ton message de prospection, c'est le voir plus. Ouais. En fait. Mais là, on y met trop peu de soin en général. Autant sur les réseaux sociaux, on se creuse vraiment les méninges. Autant dans le message de prospection, on ne le fait pas assez. Et c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est l'intro. Et en fait, si ton icebreaker, il est bon, c'est voir plus. La personne, elle lit la suite. Elle s'engage dans la lecture du message. Et si c'est pas bon, il n'y a pas de voir plus. C'est corbeille. Mais c'est exactement les mêmes dynamiques. Et d'ailleurs, la conclusion, c'est la même dynamique aussi, le fameux call to action, donc l'appel à l'action en fin de post. C'est le même mécanisme dans un message de prospection à la fin. Complètement. Mais il y a des étapes intermédiaires dont tu voulais parler, je crois. Qu'est-ce qu'on raconte dans son message? Ouais, voilà, parce qu'en fait, si tu veux, il y a plusieurs stratégies derrière qu'on peut utiliser pour soit d'abord avoir une réponse en fonction du type de cible qu'on a et pouvoir ensuite revenir, faire un peu un pied dans la porte, soit directement avoir un rendez-vous, tu vois. Donc, quelles sont les stratégies que toi, tu favorises, on va dire? Aujourd'hui, je vais en favoriser, je pense, 2 principales. Celle que j'utilise le plus, et on pourra parler de variantes ensemble, parce qu'il y a 1000 façons de faire. Hein. On peut intégrer des étapes intermédiaires avec la stratégie de contenu, commenter sous les posts, etc. Mais moi, je distingue globalement 2 approches. La première, c'est l'approche commerciale, qui fonctionnera toujours, qui a toujours fonctionné, qui fonctionnera toujours. Mais, quand je dis commercial, je mets un mais. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre dans le post. Pardon, pas dans le post. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre dans le message. Dans le message, ouais. Mais c'est l'approche dans laquelle on va avoir une intention ferme de montrer quand même à la cible qu'on a envie de lui expliquer comment elle pourrait résoudre son problème X. Alors là, par contre, il faut être sûr que la personne souffre du problème X. Hein. Absolument. Parce que moi, j'ai l'autre jour quelqu'un qui m'envoie un message. Bonjour Lucas, j'aimerais vous aider à faire plus de 10 cas par mois. Je n'étais pas dans la cible. Bon, il faut d'abord vérifier que on souffre du problème. Bien sûr, ouais. Ne pas supposer, ne pas dire à une boîte, je vais vous aider à faire plus d'1 million si elle est déjà au-dessus. Donc d'abord, on vérifie. Ouais. Ou alors, on se renseigne via la prospection. Ça, c'est un autre sujet. Donc, j'aimerais vous montrer comment on peut résoudre votre problématique a priori ou comment vous pourriez atteindre bénéfice Y. Première approche. Toujours avec une posture très, très souple et ne pas parler ni de contrat, ni de vente, ni de quoi que ce soit. Hein, mais j'aimerais qu'on ait un petit échange autour de la manière dont vous pourriez optimiser tel sujet dans votre boîte. Ça ne fonctionne encore une fois que, globalement, si on a d'abord, au préalable, intégré un icebreaker solide. C'est une approche qui reste, alors c'est du commerce, mais soft, mais c'est une approche qui reste relativement engageante. Ce qui veut dire que le taux de OK pour rendez-vous sera, entre guillemets, relativement faible, mais que quand OK pour rendez-vous il y a, eh ben, ça sent bon. Bien sûr. Parce que cette personne est ouverte à résoudre sa problématique ou à avancer sur tel objectif et donc à ce qu'on commence à lui expliquer comment. Donc, approche qui fonctionne très bien. Typiquement, tu vois, c'est une approche qui fonctionne très, très bien pour toutes les professions, même si ça s'applique à toutes, mais il y a des professions qui sont avantagées, comme celles, par exemple, qui savent par avance ou qui arrivent à voir online si la cible souffre d'un problème. Ouais. Exemple marketing. Les gens qui font du graphisme, les gens qui font de la DA, les gens qui font de la conversion en ligne, les gens qui font du copywriting, de la newsletter, tout en fait, tous les métiers dans lesquels tu peux voir ce qui se passe chez ton prochain client online et lui dire là il y a un souci ou là tu peux optimiser un truc,
C'est des approches qui sont très faciles à implémenter à ce niveau-là. Parce que le problème, bah, tu le vois. Donc, un e-commerçant qui a des visuels 3D qui sont pas les bons ou qui a un site internet au niveau des pages produits qui sont pas parfaites, où tu peux aller plus loin, ou le copywriting, ou le graphisme, ou la DA, ou peu importe, bah lui, tu peux lui expliquer que tu aimerais lui expliquer comment, en rectifiant l'un ou l'autre curseur sur l'un de ces sujets-là dans sa boîte, il pourrait dépenser moins d'argent sur Facebook Ads, dépenser moins d'argent sur Google Ads, avoir moins de taux de rebond quand les clients arrivent sur les pages produits, avoir un taux de conversion plus intéressant, un panier moyen. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut introduire comme ça. Donc, encore une fois, commercialement, mais très soft. Et la personne, si on construit bien son truc, elle va forcément se dire, ah, là, je suis peut-être en train de louper un truc, ça m'intéresse d'en savoir plus, ne serait-ce que 15 minutes, quel est son avis, tu vois? Je suis complètement d'accord sur cette approche-là, cette stratégie-là, la deuxième dont tu viens de parler, en fait, où tu viens pointer quelque part des choses qui pourraient être améliorées. Mais En je trouve douceur. qu'elle est très souvent mal maîtrisée, très mal Alors faite voilà, la plupart du temps. Et là où je trouve qu'elle est bien faite, moi en tout cas, c'est quand elle est faite avec deux étapes. La première où tu viens proposer que tu as potentiellement comment dire, des axes d'amélioration que tu pourrais partager et tu te demandes si la personne est d'accord pour ça. Moi, j'ai vu que ça fonctionnait. Et ensuite, la personne ouais, va dire, bah oui, oui, carrément, je suis carrément intéressée. Derrière, tu peux faire une vidéo Loom où tu vas donner tes explications de manière totalement gratuite et tu vas ça, c'est top. pouvoir aussi être hyper honnête et transparent en disant, tu n'auras aucune obligation de prendre rendez-vous après. Par contre, effectivement, si tu as envie qu'on en discute après, bah, tu peux en discuter. Et là, je trouve que c'est bien fait. Je viens de me faire closer comme ça récemment par une Ah, tu vidéo, viens. c'est top. Voilà. Donc, et ça, je trouve que C'est c'est top. hyper smart. C'est hyper smart, mais par contre, c'est sûr, et je le dis pour les personnes qui nous écoutent, ben ouais, ça va demander un peu plus de travail parce que ça va demander une étape de plus. Mais si l'étape de plus, ça vous permet de vendre, bah faites-le en fait. Tu vois, Et puis c'est très simple. c'est ça. C'est c'est extrêmement simple à processer. Et moi, je trouve ça excellent comme approche. Et ce qu'il faut garder en tête, effectivement, c'est donc la possibilité d'intégrer une préétape, que ce soit un message envoyé comme ça en direct ou une étape préalable, demander l'autorisation d'eux. Et si vous ne faites pas d'étape préalable, comme tu viens de l'évoquer, Pauline, mais dans tous les cas, hein, il y a un immense enjeu qui se joue dans la posture. Oui. Si tu commences à te placer comme un donneur de leçons de près ou de loin, hein, et ça va se jouer quasiment, c'est pas quasiment d'ailleurs, c'est sûr, c'est ça le copywriting, c'est au mot près en fait. Tu vois? C'est au mot près. C'est-à-dire que s'il y a la moindre tournure qui paraît trop vendeuse ou trop supérieure ou trop donneur de leçons, il faut faire hyper gaffe. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que j'ai déjà vu des approches qui sont trop orientées donneur de leçons, qui appuient trop sur la douleur de la cible. Aujourd'hui, tu peux pas dire à quelqu'un, faut être très prudent, surtout dans certains secteurs encore plus que d'autres, mais de faire comprendre à une boîte aujourd'hui qu'elle n'a pas les meilleurs résultats, il faut vraiment y aller avec des pincettes, hein. Oui, oui, non, non, mais Sur des messages, tu as l'impression que la personne, elle te dit, tu fais mal ton taf, quoi. Donc, attention. Attention, les gens, ils ont mis des sommes colossales dans ce qu'ils ont développé. ouais. Ils ont mis énormément d'efforts dans ce qu'ils ont structuré, construit jusqu'ici. Donc, venez pas leur dire, je vais vous donner une leçon en 10 minutes parce que votre truc, c'est pas top, quoi. Faut aller à l'extrême opposé en termes de posture de ça pour que ça passe. Ouais. Et mais c'est hyper important hein, parce que sinon, ça ne marche pas en fait. T'es vraiment Ouais. à un fil, entre guillemets, Ouais, complètement. de pas réussir L'étape vidéo que l'approche. tu proposes, elle est géniale, je trouve, hein. La vidéo, ça marche super bien. Tu y rajoutes de la tonalité, de la confiance. En plus, la personne, elle te dit oui, non. Donc, quand tu fais de la vidéo pendant, je sais pas si c'est 5 10 minutes, ça dépend des cas. Oui, c'est ça, c'est Euh, 10 15 minutes, tu vois, maximum. Ouais. voilà, quand tu obtiens un oui, ben, tu es sûr que la personne, elle est intéressée par la vidéo. Donc, tu fais ta Ouais. vidéo à partir du moment où on t'a dit oui et pas forcément avant. Ça c'est génial, c'est puissant. Et je souris parce il y a quelques jours, j'ai reçu une approche de prospection, mais je pense que elle doit être dans le top des pires trucs que j'ai jamais reçus, où la personne me dit, Salut Pauline, alors je vois que tu es coach business, j'imagine que... non, j'espère que tu es différente des autres coachs business qui, eux, pensent tout savoir. Donc, si vraiment tu as envie d'en savoir plus sur ce que j'ai à te proposer, en gros, prends rendez-vous. J'étais là, mais c'est quoi ce truc de culpabilisation à mort? Et donc, du coup, je lui ai répondu et je lui ai dit, alors, ce n'est pas parce que je ne veux pas te parler que je ne suis pas ouverte à la possibilité de ne pas tout savoir, car oui, en effet, je ne sais pas tout. Et deux, je lui ai dit, mais bon courage dans ta prospection qui est si agressive, quoi. Genre, qui a envie de répondre à Et ça? C'était quoi, Pauline, qu'est-ce qu'elle faisait c'est quoi son activité? Ben, je sais même plus, en fait. Je ne sais Ouais. même plus. J'ai même pas retenu, en fait, tellement c'était Mais c'était pas, ahurissant.
Ouais. C'était pas une accompagnatrice business, non? Parce que Non, parfois ça arrive, hein. non, 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 mais je pense que c'était un truc lié au marketing ou au site web. Je sais plus Ouais, ouais. exactement. Mais bref, j'étais là. En fait, donc, je me suis dit, mais ce Hallucine, ouais. gars, il essaye d'attirer mon attention et de faire jouer mon ego. En fait, c'est ça. Ce qu'il a essayé, c'est de faire que si je ne réponds pas, ça veut dire que je pense que je sais tout. Et donc, automatiquement, si je réponds et que j'ai envie de prendre rendez-vous avec lui, bah, je suis différente des autres. Mais ça ne marche pas, mon ami. Bah, avec toi, en tout cas, non. Alors, ça peut Ça marcher peut sur peut-être certaines, marcher avec certains, mais mais en en tout fait, cas, même si ça marchait sur certaines cibles, ça marcherait pour les mêmes raisons que certains types de marketing fonctionnent sur certaines cibles, et c'est des bien sûr. marketing que j'approuve pas. Donc voilà, par définition, à oublier de préférence, quoi. Et Voilà, à partir du moment où la cible comprend, ne serait-ce que d'un millimètre que tu la mets dans une situation de culpabilité, c'est foutu. Foutu. bah, Donc c'est la ça. posture, pour moi, c'est 50% du job. Mais c'est le cas dans un message de prospection, c'est le cas dans la manière dont tu vas présenter le devis à ton client, c'est le cas dans la manière dont tu vas t'occuper de lui. La posture, c'est 50% du job. Quand tu fais ça, quand tu fais ça, franchement, t'as fait 50% du taf, quoi. Ouais, complètement. Non, mais Hein. surtout qu'en plus, je lui ai dit, mais en fait, si tu t'étais intéressé un minimum à ce que je fais, en fait, tu saurais déjà que je ne suis pas une madame je sais tout, tu vois. Qu'au contraire, je remets toujours en question les choses et que. Enfin, bon, bref, du coup, Non, mais c'est un ne faites message pas qu'elle a ça. dû pouvoir envoyer à tout le monde, évidemment, certainement. Alors oui et non, parce que figure-toi que j'ai partagé le message, évidemment, en cachant son identité. J'ai partagé le message sur Instagram parce que c'était tellement fou qu'il fallait que je partage ça parce que c'était marrant. Ah, Et j'ai j'ai quelqu'un regardé, qui est ouais. venu me voir et qui m'a dit, ah, est-ce que c'est un tel? J'ai dit, oui, effectivement, c'est la même personne, mais il n'avait pas utilisé le même message. Mais c'était un peu le Ah. même type d'approche. Mais le message est changé quand même. Mais bon, bref. C'était peut-être peut-être un apprentissage en cours, alors. Voilà, peut-être un apprentissage en cours. Tout le Ouais, monde peut parce se que tromper, mais t'as différentes choses. T'as des gens qui vont s'approprier des méthodes qu'on leur a filées dans des formations, dans des bootcamps, sur Internet ou autres. Euh, t'as des gens qui apprennent et qui parfois, ben, c'est de la maladresse, c'est de laisser de la maladresse et tu comprends rien alors que l'intention est très bonne. Il y a de tout, hein. C'est ça qui est chouette aussi. Il y a de tout. oui, bien sûr. Oui, oui. Et souvent, les meilleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais les meilleurs, j'ai quand même l'impression, c'est même sûr globalement que ça vient de l'étranger. Les meilleures approches de prospection? Ouais. Celles qu'on reçoit en tout cas sur LinkedIn, moi, c'est souvent des trucs qui viennent des US ou en tout cas anglophones, tu vois. Je pense qu'ils ont un peu d'avance globalement sur le copywriting de prospection. Ah, peut-être, ouais, c'est possible. Mm. Pas que, Après, hein, je, mais souvent. après, je dois avouer que moi, je me fais prospecter, mais Pas énorme, ouais. pas énormément non plus. Et je pense que toi non plus, on est peut-être dans des métiers où on évite de nous approcher aussi, j'ai l'impression. Pas mal moi quand même, mais 10-15% de vraiment qualitatif, je dirais, et le reste, c'est quand même de la Oui. robotisation un peu poussée, ouais. Ah oui, oui, non, les robots, moi, j'en parle même pas. Je les Ouais, c'est vois même pas dommage. passer, tellement je les vois venir à 10 000 kilomètres, quoi. C'est dommage, et il faut bien retenir un truc pour en venir là-dessus, c'est que 100% des contrats que vous allez signer, finalement, donc là je m'adresse aux auditrices et aux éditeurs, mais 100% des contrats que tu signes sont signés parce que a été initié, en général c'est bilatéral, un début de relation. Ouais. Et donc en fait, le but d'une première approche est d'initier un début de relation. Alors là, des fois, on me dit, ouais, mais attends, on n'est pas dans un film d'amour. Je dis, non, mais c'est pas du tout ça. C'est pas une relation où il faut l'inviter 3 fois au resto, faire un barbecue le dimanche, une pétanque, et ensuite tu peux commencer à vendre, tu vois, c'est pas ça. Ouais. Mais un soupçon de relation. Et ça, c'est l'objectif le premier call. C'est déjà, c'est décrocher un call, arriver à voir la personne en ligne. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Et ensuite, si elle est attentive et qu'on a bien fait le boulot et que c'est le bon moment, avec la bonne posture, on propose la vente. Ouais. C'est des étapes, en fait. Bien sûr. Un message de promotion ne sert pas à vendre, sauf si on fait la promotion d'un produit SaaS à X euros par mois, d'un abonnement et que on a déjà 36 leviers en place, on veut ajouter la couche prospection. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est ça, c'est autre chose. Euh, Moi, j'avais une question pour toi sur les relances. Parce que ça, Ouais, c'est une question que moi, j'ai beaucoup, mais que tu dois aussi beaucoup avoir. bien sûr. Combien de relances tu préconises? Mais par contre, attention, parce que on va dire, pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles fassent bien la différence, on va dissocier les relances de t'envoies ton premier message et genre, tu as zéro réponse. Et relance après première réponse éventuellement s'il n'y a pas de rendez-vous. Genre, jusqu'à combien de non-réponses tu recommandes de relancer? Genre, à quel moment on s'arrête?
Alors, il y a déjà une petite parenthèse de mon côté parce que j'ai l'habitude de demander tout de suite dans le message de prospection un rendez-vous. Ouais, ça dépend, mais ouais. Donc, parce que je suis surtout sur ces deux approches-là. Et donc, par définition, c'est soit non, soit ça répond pas, tu vois. Mais il n'y a Ouais. pas de, il y a rarement de oui et ensuite c'est, voilà, en général ça va au bout. Mais alors combien de relances faites-en, faites-en 4, c'est bien, tu vois. J'allais faire une blague, j'allais dire faites-en une centaine, 4 par jour, mais je me suis dit, ah, commence pas. Faites-en 4, tu vois, t'en fais 4. Ce que j'aime bien, c'est varier les formats de relance. Ouais, c'est ce que j'allais Ce qui dire. peut être très sympa, c'est de faire, tu vois, une relance texte, LinkedIn par exemple. Une autre relance Loom. Donc Loom, c'est un outil gratuit Ouais, qui j'en te, ai parlé tout à l'heure, qui ouais. te permet de filmer ton écran et ta figure en même temps. Et donc, ce que tu peux faire, moi, ce que j'aime bien, c'est, tu vois, filmer le premier message qu'on a envoyé. Ça peut être donc filmer ta boîte mail et puis ta petite tête en bas à gauche là, et tu la fais courte, hein, donc les relances très courtes, 15-20 secondes, tu vois, coucou Sophie, je vous ai envoyé un petit message la semaine dernière, je pense que vous n'avez pas eu l'occasion, c'était juste pour m'assurer que vous ayez l'occasion de le lire, à plus tard, tu vois, très soft, et ça tu le fais 4 fois. Tu le fais 4 fois, par contre, tu varies les formats. Texte, audio LinkedIn. Alors, certains disent, ouais, l'audio, ça nous emmerde, etc. Sauf que Hmm. l'audio, en fait, les gens n'aiment pas l'audio, par définition, principalement parce que c'est trop long. Donc, faites des relances, tu fais des relances courtes, 15 secondes, en audio. Et le Sophie, c'était juste pour te dire, je t'ai envoyé un petit message, je pense que tu étais passé à côté, c'était juste pour m'assurer qu'ils reviennent, qu'ils remontent dans ta messagerie. À plus tard, au plaisir de discuter avec toi. Tu fais ça 15 secondes, tu vois, ça passe très bien. Tu rajoutes de la tonalité du sourire, et après, tu peux t'en faire un en visio, comme on vient de le faire, tu vois, pardon, pas en visio, en Loom. Donc, tu filmes ton écran, donc ta boîte mail, le dernier message que tu lui as envoyé, ou LinkedIn, la fenêtre dans laquelle tu lui as envoyé un message. Et il faut savoir que les personnes ont plus de mal à dire, à ignorer un message quand il a été travaillé avec de l'audio ou avec de la vidéo. C'est Ouais, c'est plus un peu difficile, plus engageant, tu vois. complètement. Et ce qui est cool avec l'audio, alors oui, tu vas avoir, c'est vrai, 3% des gens qui détestent l'audio, mais en attendant, les 97% des autres, ils se souviennent de toi encore ils se souviennent de ta relance après 6 mois. Ouais. Et ça on le sous-estime, hein. Alors, je sais Non, pas si ça t'est arrivé, Pauline. et puis surtout, il y Pardon? a aussi un effet de levier de curiosité. C'est-à-dire que Énorme. quand on envoie un audio, on Ouais, sait que la personne va l'écouter. Qu'elle l'aime ou qu'elle n'aime pas, elle va l'écouter, l'audio, parce qu'elle veut voilà. savoir ce qu'on lui dit dedans. Donc, en fait, Oui. pour moi, en tout cas, le levier audio, soit sur la messagerie Instagram, soit sur la messagerie LinkedIn, pour moi, c'est hyper puissant. C'est génial. Et alors, si on démarre la prospection, on n'est pas obligé de le faire tout de suite parce que ça peut être un peu plus difficile et ça, je le Ouais, comprends. Mais il faut pas oublier que certains me disent, ouais, l'audio, on n'aime pas trop. D'accord. Mais tes cibles, elles n'aiment pas le texte non plus. C'est-à-dire quand oui, elles reçoivent ton texte, elles sont pas en train de se dire, oh la vache, enfin, j'ai reçu une relance de Marion Baldinger, quel pied, ça fait. Enfin, il y a pas de, tu vois, c'est pas parce que tu ouais, as fait du texte que ta cible, elle saute au plafond. Donc, varier un petit peu encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Il y a des campagnes full texte qui marchent très bien. oui. Mais varier les formats, ça marche très bien. Et surtout, réduisez la charge mentale. Il faut que les relances soient courtes. C'est pas la peine de faire un copier-coller de ce que vous avez déjà envoyé. On peut le faire, mais franchement, c'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien de plus en plus, par rapport au test qu'on fait, c'est du très court, 15 secondes, tu vois. Pas de charge mentale. Si c'est du texte, 2 phrases. Hello Lucas, j'espère que tu as passé une belle journée. C'était juste pour te rappeler que je t'avais envoyé un petit message. Je pense que tu étais passé à côté. Toujours dispo pour discuter 2 minutes avec toi, et ça marche très bien, quoi. Tu vois. Et en fait, il faut que la personne, euh, quand tu fais des relances, elle se dise, OK, faut pas être relou, mais il faut qu'elle comprenne que tu la lâcheras pas. Et que donc, il faut qu'elle te dise oui ou il faut qu'elle te dise Ou non, il faut qu'elle laisse-moi, te j'ai pas. dise non. Ouais, bien sûr. Voilà. Et en fait, ça n'arrive que si tu fais des relances. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reçoit un message, même s'il le trouve intéressant, tu vois, moi je prends toujours l'exemple de la machine à café. Tu as vécu, je pense. Tu es à la machine à café, tu attends que le truc il coule, tu es toute seule, purée, ça met du temps cette machine, tu prends ton téléphone, tu regardes 2, 3 notifs. Tu reçois un truc, tu dis, ah, c'est pas mal, il faudra que je m'en occupe. Sauf qu'entre-temps, tu dois t'occuper du dossier Dupont, tu dois contacter ta banque, tu dois appeler la boîte qui finance, etc. Et puis finalement, le soir même, tu n'y penses plus.
Le lendemain, remachine à café, tu refais un tour. Avec un peu de chance, tu retombes sur le message de la veille, tu te dis, ah, j'ai pas répondu. Ouais, bon, je le ferai ce soir, c'est bon, tu vois. Et après, c'est fini, tu l'oublies, C'est tu ça. vois. Et donc, il faut que ce message remonte pour que la personne te place en priorité dans sa messagerie LinkedIn, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. la prochaine action qu'elle fera dans sa messagerie, c'est de te répondre à toi. Moi, ça m'arrive sur LinkedIn de renvoyer un message et de dire je me permets, je fais remonter le message en haut de la pile. Ah J'ai ouais, aucun problème à faire carrément, ça. Et la plupart du temps, carrément. d'ailleurs, j'ai une réponse. Mais pas que dans les démarches de prospection, hein, même la démarche au long cours, tu vois, la démarche commerciale au long cours, quand tu viens prendre des nouvelles, etc. Bah, ça fonctionne. Enfin, il faut les faire, de toute façon, les relances. Mais de toute façon, les relances, j'en ai carrément fait un épisode de podcast parce qu'il y a trop de trucs à dire là-dessus. Allez l'écouter parce que ça, c'est hyper important. Il faut se dire un truc. Tu vois, si je te prends un exemple de mes précédentes activités quand j'étais très prospecté, quand j'étais salarié, Mhm. j'étais très prospecté par les banques pour devenir leur partenaire financier, tu vois, puisqu'on finançait des parcs automobiles ou des bagnoles à l'unité. Et donc, forcément, j'avais la visite des banquiers toute l'année. Toute l'année, j'avais des banquiers qui venaient, qui venaient, qui venaient. Et puis la plupart venaient une fois me laisser une carte. C'était très sympa, hein. Ils me laissaient une carte et puis ils repartaient, je les voyais plus. Donc la carte, elle finissait dans le carnet à cartes. Il y en avait 12 000 autres. Et puis c'était terminé, tu vois. Et quand j'avais un besoin, du coup, je pensais pas à eux. Par contre, il y avait des mecs, je dis mecs, hommes-femmes, Ouais, qui venaient tous les 4 mois et j'en arrive au cycle de relance, c'est-à-dire qu'il faut relancer les cycles. c'est ça. Le jour où j'ai eu des dossiers que j'arrivais pas à faire passer ou que j'ai eu envie de tester des alternatives ou que j'ai eu envie de travailler avec un nouveau partenaire, ben forcément, c'est à eux que j'ai pensé. Je les ai vus 4 fois déjà. Exactement. Donc, je sais que ces gens-là seront au rendez-vous, ben, avant même de savoir qu'ils seront au rendez-vous, qu'ils se préoccuperont de moi, ben, forcément, je pense à eux. Et du coup, les partenariats que j'ai signés financiers avec des boîtes externes, autres que notre captive à nous, bah, c'est des gens qui faisaient l'effort de revenir tous les 3 4 mois. Naturellement, je suis allé vers eux, tu vois. Donc, Bien sûr. tout ça pour dire que faites 3 4 relances. Et ensuite, plutôt que de chercher en permanence de la matière fraîche, exploitez les contacts qui ne vous ont pas répondu. Ouais. Alors, ceux qui vous ont répondu, s'il n'y a pas eu de closing aussi, mais ceux qui ne vous ont Oui, pas répondu 3 4 mois, revenez à la charge. Parce que la problématique a priori de cette cible, si elle n'est pas résolue, ben encore une fois, il faut que vous deveniez un réflexe le jour où elle va le résoudre. Et c'est elle, ça. elle, elle, elle a pu, il y a 4 mois, être dans le rush, il y avait d'autres priorités, mais les priorités, on les fait remonter dans les piles. Donc, relancer un cycle complet de 3 relances tous les 4 mois. Tu vois, ça, c'est top. Tu gagnes du temps. Complètement. Ouais. Et la personne, il y a un moment où elle va te répondre, elle va dire, lui, ça fait 8 mois qu'il me court après. Il y a un moment où je vais lui accorder 5 minutes, quoi. C'est quelqu'un qui, de toute façon, il va revenir dans 6 mois, donc allons-y, hein. Ouais, c'est clair. Je sais pas, Euh, toi, quels sont les tempos que tu préconises? 3-4 mois en général. 3 4 mois, ouais. Tous les 3-4 mois. Mm. Ouais, c'est En fait, bien. Et après, ouais. alors après, c'est toujours pareil, tout dépend de la Après, cible. ça Si tu vends dépend. des prestations à 1005 ou des prestations à 150 000 dans des grosses structures, mais globalement, 3 4 mois, c'est très bien, hein. Ouais, ça dépend de la cible, évidemment. Donc là, on Bah, donne sauf des. évidemment, après, si c'est un sujet urgent et que encore une fois, tu es sur des montants très importants, tu sais que la boîte, elle va se décider dans le mois qui suit, là, faut y aller par la porte, par la fenêtre, du soir au matin. C'est Enfin, là, ça. tu y vas. Parce que, y a pas le choix, mais c'est un cas relativement particulier. Et d'ailleurs, je rebondis sur la question, enfin la question que on disait que nous, ce qu'on veut quand on prospecte, c'est avoir une réponse, quoi qu'il en fait, un oui ou un Ouais. non. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de nos clients régulièrement qui, en fait, ce ils ont peur, c'est pas tellement de se prendre un non, c'est plutôt de, je vais utiliser le terme, se griller une cartouche. C'est-à-dire se dire, ah ben mince, je vais être mal vu. Moi, ce que je peux recommander dans cette, tu sais, je vais être mal vu entre guillemets, ils ont l'impression de faire le bourrin, tu vois, à relancer beaucoup, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne autant quand moi je la fais que quand on la préconise aussi à nos clients, de ne pas hésiter à être transparent et à dire, sens-toi complètement libre de me dire non, en fait. Et ça, au bout de X relance. Évidemment, Bien pas sûr, le dire peut-être depuis le début, mais au moins, ça, non seulement ça bien fait du sûr. bien à la personne qui prospecte, parce qu'elle se sent plus à l'aise, mais en plus de ça, la personne est plus à l'aise en face à potentiellement dire non. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'osent pas dire non. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ne répondent Absolument. pas, en fait. Et c'est pas. Absolument. Oui, oui, tout à fait. C'est Faut vrai. rien prendre personnellement d'ailleurs en prospection, hein, parce que quand vous vous prenez des portes, Non, pas du tout. c'est pas forcément qu'ils ont un truc contre vous, c'est juste qu'ils ont autre chose à faire. Et le lendemain, ils vous ont déjà oublié, quoi. Non, et par définition, ça, faut l'accepter. Faire du business, c'est prendre des portes.
C'est ça. Aujourd'hui, on a trop mis les gens dans le confort, etc. Mais il faut se concentrer sur ce qui tombe. C'est un entonnoir, donc forcément, il y a un certain taux, on va obtenir. Alors, ça dépend des cibles, évidemment, c'est très variable. Ça peut aller de 3% à récemment, on a fait du 70% de OK pour rendez-vous, ce qui est assez Rare. ce qui est costaud, quoi. Ouais. Mais c'est sur du solopreneur, tu vois, facile d'accès, assez actif, qui unique. Il faut pas oublier que les clients auxquels on s'adresse, ils ont des boîtes à faire tourner. C'est des humains qui savent qu'il faut Bah, c'est vendre. Eux ça. aussi Ouais. sont certainement en train d'essayer de vendre. Donc en fait, il y a pas de stress particulier à avoir. Et encore une fois, je dis toujours, les messages de prospection et la relance est acceptée à partir du moment où la démarche dans sa globalité, et donc surtout le premier qu'on envoie, il est élégant et il est adressé avec la même posture. Par contre, c'est sûr que si tu fais le bourrin et qu'en plus derrière, tu relances à la schlag n'importe comment, ben là, c'est sûr que crédibilité cata, tu vas te prendre des portes. Mais clairement, Pauline, j'aimerais ton avis là-dessus. Quand tu fais du très quali en termes d'approche, il n'y a personne qui te rend mal. Quand je dis remballe, c'est remballe négativement. Je ne dis Oui. pas qu'on n'obtient pas de non, mais tu n'as personne qui te remballe de manière désagréable, ça n'existe pas. Ouais. Sauf qu'à partir, je crois que j'en ai jamais, franchement, je crois que j'en ai quasiment jamais eu. Non, mais je suis Rarissime. complètement d'accord avec toi. Si c'est bien fait, s'il y a des bonnes recherches qui sont faites, si vous avez fait un vrai icebreaker, que vous êtes véritablement intéressé à la personne que vous prospectez, ça peut pas arriver. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Sauf, voilà, tu tombes vraiment sur un cas Non, mais d'accord. particulier. Mais sinon, ça n'existe pas, en Ouais. fait. Donc, Donc, c'est tout là aussi, encore une fois. conclusion, arrêtez de vous trouver des excuses. Vous pouvez prospecter et avoir des résultats. Je pense que ce sera la conclusion un petit peu de cet épisode. Franchement, on aurait plein d'autres trucs à dire. Ah, c'est Euh, énorme, ouais. C'est sans fin, là. on a surtout fait le focus vraiment sur une approche de prospection qu'on défend tous les deux, hein, l'approche de prospection qui est celle où tu vas prendre du temps, pas celle où tu vas envoyer des messages de masse. Est-ce que tu as Absolument. peut-être un dernier truc à ajouter, Lucas, qu'on n'aurait peut-être pas dit? Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas dites, mais voilà, s'il devait y avoir une chose. Ça va être très bateau, c'est faites-vous confiance, ne cherchez pas la perfection, envoyez des messages très spécifiques, terminez vos messages par ce qu'on appelle un appel à l'action très spécifique, évitez les hauts plaisirs, évitez les éventuellement, soyez précis, proposez à la personne 10 minutes d'échange, cadrez l'échange parce que quand vous dites à la personne 10 ou 15 minutes, même si ça dure plus longtemps, mais elle a le sentiment de maîtriser son agenda. Hmm. N'abordez qu'un seul sujet. Si vous abordez 36 sujets, elle va avoir l'impression qu'elle perd la maîtrise de son agenda et que vous allez lui mobiliser 1 ou 2 heures. Soyez très précis. Comme en copywriting classique, donc dans vos posts, essayez de virer les phrases qui ne sont pas obligatoires. Soyez Ouais. courts et surtout faites-vous confiance parce que vous allez être surpris quand vous faites du quali Hmm. de la qualité des personnes que vous arrivez à approcher, y compris dans des très hautes strates, parce que les gens aujourd'hui, rien que le fait d'avoir été approchés de manière élégante, ça fait plaisir. Les gens se plaignent aujourd'hui, ouais, on nous prospecte n'importe comment. Donc en fait, quand ils reçoivent un très chouette message, rien que ça, tu as des gens qui vont te répondre juste parce que ton message était stylé. Ça arrive tous les jours. Exactement. Ouais. Et qui te disent, Complètement. canon ton message, franchement, j'ai pris le temps parce que sérieux, c'était trop classe. C'est comme ça. Donc allez-y et vous serez agréablement surpris, sincèrement. Bah, écoute, merci beaucoup, Lucas. Moi, je vous invite à suivre Lucas Merci. sur LinkedIn. Dans tous les cas, on va vous mettre tous ces petits liens directement dans la description de l'épisode. Bah, Je te tu mettras les remercie. tiens aussi, Pauline, parce qu'on est très complémentaires, hein. Bon, les tiens, on les a Oui, les miens, d'office. on les connaît du coup là, mais oui. Mais oui, oui, on a une approche très complémentaire, ça c'est certain. Ça ne faisait aucun doute. Je te remercie du coup infiniment pour le temps que tu as pris pour enregistrer cet épisode Eh et je bien, te mille dis à merci, très Pauline. vite. C'était un grand plaisir de le faire avec toi, comme tu le sais. Je souhaite de bonnes affaires à toi et à ta team. À bientôt, Pauline. Bye bye. Salut. Voilà ce qu'il faut retenir de l'échange que j'ai eu avec Lucas Baldinger. Quand on a pour objectif de trouver des clients via une démarche de prospection, il faut absolument éviter ces erreurs. Déjà, vouloir faire avec la loi des nombres en envoyant des tonnes de messages similaires à une centaine de personnes. Vouloir absolument utiliser un outil d'automatisation alors même qu'on n'a même pas essayé de prospecter sans. Mal cibler et donc toucher les mauvaises personnes. Et enfin, parler de toi au lieu de parler du prospect. Les étapes qui sont indispensables quand on a une approche de prospection top list. La première, lister les prospects avec qui tu veux travailler et surtout ne pas scraper en fait finalement des emails ici et là ou des entreprises. Il faut vraiment que tu listes les prospects avec qui tu veux travailler. Deuxième étape, faire des recherches sur chacun des prospects et ne pas approcher ceux avec qui tu ne te sens pas l'envie de travailler, tout simplement.
Troisième étape, une fois les recherches effectuées, travailler sur les différents icebreakers, c'est-à-dire les 3 à 4 premières phrases de ton message pour chacun des prospects. Il faut que ce soit différent à chaque fois. L'objectif est double. Déjà, 1, que la personne ait envie d'ouvrir ton message et 2, qu'elle ait envie de lire la suite de ton message. Quatrième étape, en fonction de ta cible, il est important d'adapter ta stratégie. Soit tu vas franco et tu dis clairement que tu es là pour l'aider et donc lui vendre quelque chose, soit tu peux utiliser la méthode qui consiste à expliquer que tu peux l'aider en lui donnant déjà de premières pistes. Évidemment, c'est la stratégie que tu mets après l'icebreaker. L'icebreaker, il doit toujours être là. Si tu veux d'ailleurs, tu peux utiliser cette démarche en 2 étapes, c'est celle que moi j'utilise ou celle en tout cas que je favorise. La première étape qui sera de lui demander l'autorisation d'aller plus loin car tu as des solutions à lui proposer. Et la deuxième étape, une fois que tu as obtenu son oui, de lui envoyer une vidéo explicative par exemple, avec un appel à l'action vers un rendez-vous. Et 5e étape, bien penser à avoir un outil de suivi, soit un CRM ou un tableau de prospection, ça dépend de la masse de prospects aussi que tu prospectes et que tu approches, et aller jusqu'à 3 ou 4 relances tout en variant les approches. Vidéoloom, ça peut être un message audio sur Instagram ou sur LinkedIn, ou alors tu peux rester en texte mais en changeant l'approche à chaque fois. Et attention par contre, les relances doivent être courtes. Plein d'autres choses à retenir plus globalement si tu veux te mettre à la prospection. Tu vas te prendre des portes et ça fait partie du jeu. Il faut que tu sois prêt ou prête à ça et en fait, il faut rien y voir de personnel. Si tu as peur de relancer trop de fois et que ça ternisse ton image, rien ne t'empêche d'être transparent, tout simplement transparente, en expliquant que même si c'est non, c'est pas grave. Ça mettra à l'aise autant toi que le prospect. On l'a aussi peu abordé finalement dans l'épisode avec Lucas, mais ça me semble important d'appuyer là-dessus. Tu l'as compris, si tu ne sais pas bien à qui tu t'adresses et que tu connais mal ta cible, ça va être très compliqué pour toi d'avoir de bons résultats avec la prospection. Donc avant de t'y mettre, assure-toi d'avoir une offre qui fit avec le marché et de bien connaître les problématiques de ta cible. Évidemment, pense à bien te poser des objectifs et donc à te poser la question de combien de clients par mois il te faudrait pour te sentir bien dans le développement de ton chiffre d'affaires. Et enfin, dernière chose, ce n'est pas en envoyant 3 messages que tu auras les retombées que tu veux. Il faut absolument que tu sois souple et prêt ou prête à faire des évolutions pour enfin avoir des résultats. Finalement, la prospection, c'est aussi beaucoup une affaire de mindset, une affaire de ténacité et d'aller au bout de sa démarche. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura donné des billes pour commencer à prospecter et je te dis à très vite sur le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.